Depuis sa création en 1945, l'UNESCO a presque toujours été dirigée par des Occidentaux. Le temps est-il venu de changer de continent? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Canal 2 International. Aujourd'hui, nous recevons son Excellence Racha Farah, ambassadeur de la République de Djibouti en France. Il est également délégué permanent de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO et représentant personnel du chef de l'État auprès de la francophonie. Monsieur Racha, Excellence, merci de nous recevoir ici et bonjour. Bonjour. Monsieur Racha, vous êtes candidat pour briguer la présidence de l'UNESCO. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous parler de votre parcours? Écoutez, merci d'être venu, premièrement. Mon parcours, disons, je viens d'un pays qui est dans le continent africain, un pays qui est membre de la Ligue arabe, un pays qui porte un islam modéré. J'ai également des origines éthiopiennes. J'ai passé une grande partie de mon enfance en Éthiopie. C'est aussi un pays qui porte les trois religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme. J'ai également été en France au lycée et à l'université. Je suis parti comme ambassadeur en Asie, j'ai épousé une japonaise. J'étais ambassadeur au Japon, mais aussi en Chine et en Inde. Donc je pense que dans mon parcours de la vie, dans mon parcours de ma vie, j'ai vécu dans l'acceptation de l'autre, dans le vivre ensemble, dans la compréhension, dans l'interculturel et également dans ce que nous appelons tous, et qui est un mot maître, je pense, la tolérance. Nous constatons que vous avez beaucoup voyagé. Vous vous considérez comme un citoyen du monde? Bien sûr, je suis citoyen du monde parce que j'ai connu beaucoup de peuples, de nations, de pays. J'ai découvert beaucoup de civilisations, de cultures. Montesquieu disait déjà que voyager, c'est s'instruire. Hein. Donc ça date depuis longtemps. Et je pense qu'à travers toutes ces visites, ces missions, j'ai pu apprendre et je ne cesse d'apprendre encore. Vous êtes délégué permanent auprès de l'UNESCO. Cela suppose que vous connaissez bien l'institution, vous connaissez bien la maison. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'UNESCO? Disons, je suis délégué permanent depuis 2004. J'étais président du groupe de l'Afrique de l'Est et j'étais jusqu'à hier vice-président du groupe africain auprès du Conseil exécutif. J'ai demandé à mes frères et sœurs d'Afrique l'autorisation de ne plus assumer cette tâche parce que je pensais que pour plus de transparence, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre le candidat et le vice-président, j'ai demandé à l'ambassadeur d'Éthiopie d'assumer cette tâche de vice-président. Donc je pense que je connais l'UNESCO. L'UNESCO passe une crise. L'UNESCO est en crise vraiment morale, est en crise de manque de vision, est en crise de manque de projet, est en crise de leadership. Ce n'est pas moi qui le dis seulement, mais la Cour des comptes en France a bien indiqué, souligné ce problème fondamental de l'UNESCO. En plus, actuellement, l'UNESCO est en face aussi de crise financière. Donc, oui, l'UNESCO est malade, mais moi, dans ma vision, je dis que je suis très confiant. L'UNESCO, pour moi, reste toujours un laboratoire d'idées, un laboratoire qui a toujours été, au dernier siècle, à l'avant-garde de toutes les idées qui ont porté. Rappelez-vous que le PNUD est une idée qui a été créée à l'UNESCO. Le FIDA, le Fonds international de développement agricole, a été créé à l'UNESCO. Le centre de recherche européen nucléaire
l'idée a germé et a pris corps à l'UNESCO, le génome humain, la Convention sur la diversité culturelle. Donc je pense que je suis très confiant en l'esprit de l'UNESCO parce que les pères et les mères fondateurs de cette institution, noble idée, cette institution a pu participer d'une manière active après la Seconde Guerre mondiale à permettre à l'Occident d'avoir un plateau éducationnel, la réouverture des écoles, la prise en charge des personnes déplacées et puis la réouverture des universités, ce qui a mené à la création en Europe d'une société civile forte qui a porté l'idée d'une Union européenne et on a vu que par la suite, il y a eu beaucoup de prix Nobel qui sont venus d'Europe. À l'heure actuelle, à part le prix Nobel de la paix, nous n'avons pas en Afrique le prix Nobel de la chimie, le prix Nobel de sciences, quoi. Donc je pense que l'UNESCO, on peut donner à l'UNESCO, redonner à l'UNESCO sa jeunesse, son dynamisme, son engagement, parce que Williamson, la ministre de l'Éducation, qui a été un peu l'actrice de ce mouvement, de cette idée, a dit que les piliers sur lesquels l'humanité nouvelle va être créée, c'est l'éducation, la culture et la science. Et je pense que le préambule de l'UNESCO est toujours d'actualité et que l'UNESCO peut également participer à une humanité plus apaisée dans sa vocation d'institution internationale. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous donner exactement le rôle que doit jouer l'UNESCO exactement? Moi, je pense que l'UNESCO doit être plus visible. Plus visible non seulement à Paris. Parce que malheureusement, au-delà de la place Fontenoy, si vous allez à quelques 2 ou 3 kilomètres demander à un Français où se trouve l'UNESCO, il va vous demander de quoi vous parlez. C'est quoi l'UNESCO et c'est où l'UNESCO pour ceux qui savent où, qu'est-ce l'UNESCO. D'une part. D'autre part, je pense que, comme je disais, et je le dis toujours, que l'UNESCO doit traverser la Seine, doit traverser la Méditerranée. L'UNESCO doit aller vers là où les besoins existent. L'UNESCO doit aller vers les réfugiés. Vous savez que beaucoup de réfugiés existent en Afrique. Alors, 60% de ces réfugiés dans le monde sont dans le continent. Ils ne reçoivent plus de programmes éducationnels et je pense que l'UNESCO doit être l'institution pour les sans-voix. Vous savez, le pape François disait que moi je suis le pape des pauvres. Moi je dirais que l'UNESCO, en tant que directeur général, sera aussi l'UNESCO des sans-voix. Vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence de cette grande institution. Quelle est votre vision, quel est votre projet pour cette institution? Quels sont les projets que vous souhaitez mettre sur pied une fois élu? Écoutez, j'ai plusieurs projets. Le premier, par exemple, projet, je parle de la diaspora africaine. Je dis que l'UNESCO doit être une organisation fédérateur de ce que nous, à l'Union africaine, nous appelons la 6e région. La 6e région, c'est toutes les cultures africaines dans le monde, aux Caraïbes, mais également en Amérique latine, mais également aux États-Unis, mais également en Europe. Et je pense que si nous pouvons créer un point fédérateur à Paris sur les cultures africaines et parler de l'art, parler des sciences, parler du cinéma, parler de la télévision, échanger avec le continent, nous avons un réseau humain, un trésor humain incroyable qui pourrait faire en sorte que ce réseau pourrait amener un nouveau message au monde, un message de la paix dans le monde. Par exemple, si nous avons une maison de l'Afrique, des cultures africaines à Paris, une autre à Rome, et lier et créer une synergie, parce que vous savez, on dit que le berceau de l'humanité est en Afrique.
et je pense que de par sa position géographique, le continent pourrait, avec cette diaspora de la 6e région, apporter un plus, une add-value, une plus-value au message de la paix. Parce qu'à l'UNESCO, on parle de valeurs partagées, que sont la démocratie, que sont le droit de l'homme, les droits humains. Moi, je pense que l'UNESCO doit devenir le cœur de l'humanité, doit devenir l'universel réconcilié et doit accompagner les messages de paix. J'ai un autre projet concernant le problème de la tolérance. Je voudrais par exemple créer autour de moi un comité de sages, des sages des religions bouddhistes, hindouistes, des religions juives, religions chrétiennes, musulmanes, qui pourraient parler entre eux, se connaître entre eux, faire sortir un livre sur la notion, par exemple, de la tolérance dans les différentes religions et qui va être distribué à toutes les mères parce que, bon, Aragon dit que la femme est l'avenir de l'homme. Moi, je pense que la femme est l'avenir de l'humanité. Mais ce qui est important, c'est l'éducation. Parce que sans l'éducation, nous ne pourrons pas combattre la pauvreté. Sans l'éducation, nous ne pourrons pas combattre l'ignorance. Donc, je pense qu'actuellement, les objectifs du millénaire qui ont été fixés en 2000 sur ce que nous appelons l'éducation pour tous ne vont pas être atteints. Il y a des générations que nous perdons en Afrique en raison de manque de ressources humaines, ressources financières. Des générations, des jeunes filles, des jeunes garçons sont hors de l'école, où nous avons des perditions après les classes de 3e, cours élémentaire ou cours moyen, et puis après également. Donc il faudrait revoir ce problème de l'éducation. Quatrièmement, il y a le problème des universités. Vous savez, si nos universités en Afrique, le niveau des universités baisse, bon, beaucoup d'Africains vont sortir de l'Afrique pour venir en Europe, pour aller vers le nord. Mais qui va gérer, qui va porter le développement économique de l'Afrique? Donc je pense qu'il faudrait renforcer les universités africaines et il faudrait créer entre les universités africaines, asiatiques, latino-américaines, des réseaux, des autoroutes de connaissances et du savoir et pour créer des sortes de raccourcis. Et j'ai rêve de créer en Afrique des MIT, des universités de technologie, parce qu'on ne peut pas développer le développement agricole en Afrique si on n'a pas d'ingénieurs et de techniciens, si on n'a pas les meilleures facultés de l'agriculture. Prenez un seul cas. En Golfe de Guinée. Dans le Golfe de Guinée, il y a du pétrole. Beaucoup de pétrole. Mais il y a une mer qui est polluée. Nous n'avons même pas un laboratoire ou des laboratoires pour analyser ce qui se passe dans nos mers, dans nos côtes. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait une dichotomie intellectuelle que de voir des pays côtiers importer de l'extérieur du poisson parce que leur propre mer et leurs propres ressources seraient polluées? Donc, j'ai aussi plusieurs projets, mais le dernier que je voudrais évoquer, c'est la charte des déserts. Vous savez que dans 100 ans, et 100 ans pour la planète, c'est rien, 40% des terres émergées seront des déserts. Actuellement, le problème du changement climatique est en face d'un mur, impasse politique. Alors je pense que si nous pouvons faire appel dans cette maison du consensus, une charte des déserts, qui pourrait dégager certains projets, par exemple le lac Tchad, en 20 ans, il a diminué de 40% presque. Donc, il y a des urgences. Notre monde est un monde d'urgence. L'UNESCO doit être aussi dans l'urgence. Monsieur l'ambassadeur, quand on sait que l'UNESCO a presque toujours été dirigée par les Occidentaux, vous êtes africain, quelles sont vos chances? Écoutez, ma chance, moi, c'est l'Afrique, c'est les pays de la Ligue arabe, c'est le Sud,
Et je pense que je suis très confortable parce que je dirais une majorité. Nous sommes une majorité. Mais je crois que de par ma formation, vous savez, moi j'étais formé à l'école des jésuites. J'étais à l'école catholique. Et je veux toujours être un pont entre les civilisations et les cultures. Et je pense qu'il appartient au Nord d'accepter un Sud fort. Et c'est par rapport à cela qu'on va monter un bon partenariat et que nous pourrions vraiment créer des ponts importants, des ponts pérennes, pour que le dialogue entre le Sud et le Nord soit un dialogue constructif, un dialogue de partenaires égal à égal. Vous avez certes un programme, mais pour que ce programme soit réalisé, il vous faut des financements. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis ont suspendu leur financement à l'UNESCO. C'est quand même un quart des fonds de financement de cette institution. Comment allez-vous réaliser votre programme si vous n'avez pas l'argent? Vous allez aller chercher où cet argent? Vous savez, moi, je vous répète en vous disant que l'UNESCO, ce n'est pas une crise seulement financière. L'UNESCO, c'est surtout une crise de vision, une crise de programme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit. Les experts disent qu'il y a maintenant beaucoup plus d'argent qu'il y a 10 ans ou 30 ans dans le monde. Ce n'est pas l'argent qui manque dans le monde. Je vous donne un seul exemple. L'UNICEF a pu mobiliser 100 millions de dollars pour la Somalie pour construire des écoles et former des enseignants sur 3 ans. Nous ne devons pas rester seulement sur une vie mercantile. Nous devons avoir une vision, avoir un engagement, parce que l'UNESCO et les valeurs que porte l'UNESCO, ce sont des valeurs qui doivent être portées par un directeur général qui a une vocation, qui a une profession de foi. Vous savez, je vous répète, moi je suis de cette école catholique, des jésuites, qui m'ont appris de croire en ce que je fais et de porter, disons, avec détermination la chose à laquelle je crois. Excellence, la politique internationale, c'est aussi le lobbying. Hein. Faut pas on doit se le dire, c'est aussi les influences. La présidente sortante, j'allais dire, Irina Bokova, jouit quand même d'un solide soutien de la part des Occidentaux. Est-ce que vous pensez que face aux Occidentaux, l'Afrique qui vous soutient d'ailleurs, puisque il faut le dire ici, vous êtes le candidat officiel de l'Union africaine et de l'OCI, est-ce que vous pensez qu'il y a du poids quand on sait que tout va se jouer au niveau des finances, au niveau du lobby, au niveau des influences? Vous savez, premièrement, c'est une occasion historique pour l'Afrique, pour la Ligue arabe, pour la conférence islamique, pour les pays du Sud en général, de dire que leur voix compte. Parce que s'il y a une institution qu'on doit respecter tous, qui doit être visible, crédible, c'est l'UNESCO. Deuxièmement, moi je pense que, prenez un autre cas, qui est l'appartenance de Djibouti à l'espace de solidarité francophone. Vous savez que Djibouti est le seul pays francophone dans la région. Ça fait depuis 100 ans qu'on se bat. Nous formons seulement 10% des populations de la Corne de l'Afrique. Mais nous nous battons toujours pour la francophonie, pour les valeurs de la francophonie. Et il est tout à fait légitime que les pays francophones occidentaux aident Djibouti. Nous sommes aussi nous contribuons beaucoup à la lutte contre le terrorisme avec les Occidentaux. Et je crois que c'est tout à fait normal que Djibouti puisse aussi bénéficier du soutien de ces pays occidentaux. D'autre part, l'Afrique a soutenu la France dans cette entreprise importante au Mali. Lutte contre le terrorisme. Au Mali, les djihadistes. L'Afrique a soutenu. Et je pense là, la France doit aussi soutenir l'Afrique. Où?
pour l'organisation de l'UNESCO qui fait quoi? Qui combat la pauvreté par l'éducation. Donc c'est tout à fait normal. Donc je ne vois pas, moi, de conflit important entre la candidature africaine et les objectifs de l'UNESCO et le soutien qu'on sollicite vis-à-vis des Européens. Donc vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui est venu le temps de l'Afrique au niveau de l'UNESCO? Je pense qu'aujourd'hui, après 25 ans, après Mokhtar Mbow du Sénégal, 25 ans après, et surtout en raison des défis que l'Afrique confronte, en raison de la situation dans laquelle se trouve le continent, je pense qu'il est tout à fait nécessaire, important, je dirais légitime, je dirais même équitable, parce que le continent n'est même pas représenté dans les agences des Nations Unies à des postes de décision. Il n'est pas représenté à l'heure où nous parlons actuellement. Donc, il faut quand même aussi, dans la gouvernance mondiale, de l'équité. Et nos jeunes, qui forment quand même des millions de jeunes, si un Africain est à la tête de l'UNESCO, vont pouvoir peut-être accepter les idées, les valeurs que porte l'UNESCO, s'approprier de ces valeurs. Voilà. Aujourd'hui, à travers les antennes de Canal 2, quel est le message que vous passez à tous ces chefs d'État, à tous ces décideurs qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je crois, premièrement, je voudrais remercier tous les chefs d'État africains qui m'ont permis d'être le seul candidat de l'Afrique. Leur dire que je serai toujours à leur disposition et à l'écoute pour que nous puissions porter ensemble l'espoir de l'Afrique. L'espoir de l'Afrique, c'est la jeunesse, c'est le développement de l'éducation, c'est le développement de la jeunesse, c'est la tolérance, c'est les sciences aussi, parce que nous devons avoir en Afrique plusieurs universités de sciences et de technologie. J'étais au Bangladesh, il y a plus de 56 universités de sciences et de technologie. Au Pakistan, il y a plus de 90. Donc il est temps que l'Afrique puisse s'approprier son développement. Et je voudrais dire que la seule chose qui va nous faire gagner, c'est la solidarité. Parce que les thèmes du sommet, le 20e sommet et le 50e anniversaire de l'Union africaine, c'était renaissance et panafricanisme. On ne peut faire ni la renaissance ni le panafricanisme si nous ne sommes pas solidaires. Monsieur l'ambassadeur, nous tirons comme ça vers la fin de notre entretien. Aujourd'hui, en général, quelle est votre vision pour le continent africain? Mais moi, je crois que le continent africain constitue les frontières des ressources humaines, minières, pétrolières du monde, même au niveau agricole. Le continent africain, c'est le continent de l'avenir, mais faut-il encore qu'on commence par l'éducation. Et l'éducation est une condition sine qua non pour le développement de l'Afrique. Il y a un potentiel en Afrique important, et actuellement aussi nous avons le dialogue avec les Japonais, le dialogue avec les Chinois, le dialogue avec les Indiens, les Turcs. Je crois qu'il y a là une synergie importante et nouvelle. Et je pense que le continent, c'est, je dirais, l'espoir. Le message demain, à mon avis, d'une humanité apaisée viendra également de l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Merci de nous avoir reçus ici dans vos locaux à Paris. Mesdames, Messieurs, pour la deuxième partie de cette émission, nous allons à la rencontre de Nicolas Abena, journaliste politique, spécialiste des questions internationales. Nicolas, comme nous vous avez suivi l'ambassadeur tout à l'heure, quelles sont vos analyses? La première des choses, c'est de dire que Djibouti, contrairement au prisme que l'on pourrait avoir, peut très bien ravir
cette place pour une raison simple, c'est la fluidité dans les propos de l'ambassadeur. Vous savez, quand on est candidat, l'un des pragmatismes, c'est justement de ne pas en avoir. Or, quand on a un candidat qui déroule, qui de surcroît a une longue expérience diplomatique, sachant que le poste de l'UNESCO est purement politique, on peut se dire qu'il y a vraiment des chances. La seconde chance, c'est de voir un peu comment il voit aujourd'hui la vision de l'Afrique, vision qui a toujours existé depuis Kwame Nkrumah, vision aujourd'hui globale aussi de la Commission de l'Union africaine par Mme Zuma. Et quand on suit ces questions auprès de l'Union africaine, on se dit il épouse très bien cela. Quand on ajoute à ça la vision de la BAD par le président Kaberuka, on se dit il a toutes ses chances. Maintenant, les pays africains ne doivent pas être frustrés face à Mme Bukova, certes sortante, qui a aussi un programme et qui est certainement soutenu, mais les pays africains doivent se poser une question essentielle, une question qui a été évoquée par l'ambassadeur, c'est veut-on aujourd'hui inverser la tendance, pas uniquement pour des raisons, pour un effet de mode, parce qu'il faut penser l'Afrique autrement, je dirais, oui, il a ses chances. Deuxième chose que je voudrais soulever ici, fait rare. Nous sommes dans un contexte où l'Afrique est véritablement en mouvement. Et on voit l'Afrique se ranger en permanence derrière les autres, notamment les pays européens, certainement la France. Mais il est temps qu'au sein de cette institution qu'est l'UNESCO, on n'assiste pas simplement aux Africains qui se rangent derrière les Européens, parce que le management ou alors parce que les questions financières font en sorte que la quote-part européenne est beaucoup plus grande que celle africaine, mais qu'aujourd'hui on revienne sur la conviction. Pourquoi l'UNESCO existe? Parce que la plupart des programmes de l'UNESCO sont appliqués en Afrique. Cela ne veut pas justifier le fait qu'il y ait un Africain à la tête de l'UNESCO. On a bien vu 25 ans après Amadou Matambo, c'est simplement de dire que le monde a beaucoup évolué, les Africains évoluent depuis longtemps, et que ce ne soit pas uniquement une reconnaissance. L'ambassadeur a les capacités intellectuelles, il a la cuitance qui est celle d'un ambassadeur, il a l'excellence d'être ambassadeur, il a la diplomatie avec lui et il a les groupes, des réseaux lobbyistes qui soutiendraient cette candidature. Et d'après les dernières informations en notre possession, les choses ne sont pas aussi mauvaises que l'on puisse penser, même si le consortium de la Ligue arabe pour l'instant ne vient pas vers lui. Mais on retient une chose, c'est une élection ne se gagne pas sur le court terme. Et en termes de campagne, il est entré en campagne, il a un programme assez clair, parce qu'on a écouté les uns et les autres au sein de cette institution. Ben, l'institution qu'est l'UNESCO, y compris la sortante de Mme Irina Bokova, on dit oui, je dis oui, j'ai assisté à quelque chose qui, pour moi, est complètement nouveau, pas trop de langue de bois, quelqu'un qui a un véritable projet, une véritable ambition, auquel on est prêt à dire oui, il faut se ranger derrière lui sans hésitation, parce qu'il a une véritable vision. Pas uniquement sur le court terme de l'UNESCO, mais sur le long terme. Et quand on pense qu'il y a les objectifs 2015-2025, on se dit oui, il épouse ces objectifs-là, et pour cet ensemble des raisons, oui, on peut lui prêter le flanc. Les pays du Sud vont-ils se montrer à la hauteur de ces défis en apportant leur voix au seul candidat africain à cette élection? La réponse, nous l'aurons en octobre au terme de celle-ci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur votre chaîne préférée.